Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Microscopie. Dans cet épisode, on va revenir sur l'épisode 2 de Macroscopie, celui qui portait sur le sommeil. Et c'est donc armé de mon plus beau pyjama ainsi que de mon plus beau coussin que je vous propose de parler des rêves. En réalité, c'est après avoir vu une conférence Sciences, Art et Culture à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris que j'ai décidé de vous faire cet épisode. Cette conférence portait sur les rêves en sciences et c'est Isabelle Arnulf, une chercheuse de l'hôpital de la Salpêtrière, qui l'animait. J'ai donc tenté ma chance et j'ai proposé à cette chercheuse une interview. Et elle m'a dit oui. C'est donc cette interview que vous allez voir dans cet épisode, dans lequel je lui ai proposé de me parler de son sujet de recherche, c'est-à-dire l'étude des rêves. Attention, quand je vous parle de l'étude des rêves, je vous parle de l'étude des maladies du sommeil associées aux rêves. Par exemple, le somnambulisme ou encore les terreurs nocturnes, et non pas l'étude de la signification des rêves. Ce que je voulais vous proposer avec cet épisode, c'était quelque chose d'un peu inédit, puisque l'épisode existe sous deux formes, une forme vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, et une forme uniquement MP3. Dans la description, vous trouverez donc l'interview d'Isabelle Arnulf sous sa forme uniquement audio, afin de pouvoir l'écouter tranquillement dans le noir dans votre lit. Le but est d'écouter un épisode sur les rêves, tout en, pourquoi pas, vous endormant. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse donc en compagnie d'Isabelle Arnulf et j'espère que l'épisode vous plaira. Oui, alors je m'appelle Isabelle Arnulf, je suis neurologue et spécialiste du sommeil. Et donc ma thématique en général, ce sont les maladies du sommeil neurologique, c'est-à-dire les gens qui dorment trop, narcolepsie, hypersomnie, Kleine-Levin, et puis les gens qui ont des comportements anormaux pendant le sommeil, en particulier tous ceux qui annoncent la maladie de Parkinson, mais aussi le somnambulisme, les terreurs nocturnes, etc. Il a fallu se mettre d'accord en fait sur la définition des rêves, puisque certains disaient qu'un rêve c'était que le truc où on va voyager dans l'espace intersidéral en chevauchant des girafes, en gros. Et puis d'autres disaient, bah oui, mais si là je réveille la personne et qu'elle me dit j'étais en train de parler avec des amis, est-ce que c'est un rêve ou pas? Et donc les chercheurs se sont réunis et ils ont dit, ok, on va tous définir ça de la même manière, c'est toute activité mentale, qu'elle soit une émotion, des images, un scénario, quelquefois c'est juste une émotion, qui se passe pendant le sommeil et qui est rappelée au réveil. Vous voyez, c'est la définition maintenant internationale. Voilà, ça c'est les rêves. Et puis on appelle rêve blanc le fait d'avoir le sentiment d'avoir rêvé sans aucun souvenir. Donc quelquefois, et ça a aussi été étudié par Tononi, on peut savoir qu'on a rêvé, mais pas se rappeler à quoi. Alors, pendant longtemps, depuis les années 50, on a pensé que le rêve était restreint au sommeil paradoxal, qui survient toutes les heures et demie la nuit. On en fait 3 à 5 phases la nuit, et puis au total ça dure 100 minutes à peu près. Et assez rapidement, déjà très vite après 54, on s'est aperçu que quand on réveillait les personnes dans les autres phases de sommeil, non paradoxales, ce qu'on appelle le sommeil lent, il y avait des récits aussi, qui au début n'étaient pas étiquetés rêves parce que c'était moins déjanté, moins scénarisé, mais assez rapidement on a su qu'il y avait du contenu mental aussi, qui était plus proche des pensées de la journée, pendant les autres phases de sommeil. Une fois sur 2, alors qu'en sommeil paradoxal, 8 fois sur 10, on recueille des récits. Mais ce que les gens assimilent vraiment au rêve, c'est-à-dire quelque chose de bizarre, dont on va dans un autre monde, avec beaucoup d'images, de sons, d'émotions, c'est plus dans le sommeil paradoxal. Mais les différences avec l'autre phase de sommeil sont surtout qualitatives, au sens qu'il y a un petit peu moins d'images, et c'est un peu moins long. Mais en fin de nuit, par exemple, quand les réveils dans la phase de sommeil non paradoxal peuvent recueillir des choses assez élaborées que n'importe qui pourrait confondre avec du rêve de sommeil paradoxal. Vous voyez, les choses sont pas si simples en fait. Alors ça, c'était connu simplement en réveillant les personnes. Et puis on a avancé petit à petit pour être plus sûr. D'abord réveiller les personnes au premier cycle pour être sûr que les rêves recueillis en sommeil lent au second cycle ne sont pas juste des souvenirs du sommeil paradoxal d'avant.
Ensuite, de supprimer le sommeil paradoxal, qui est une expérience qu'on a faite il y a quelques années avec un médicament, et de réveiller les personnes toutes les heures. Et là, on a récupéré des rêves merveilleux, en absence totale de sommeil paradoxal. Donc, a priori, on peut dissocier les deux phénomènes. Et puis, tout récemment, le groupe de Tononi a profité du fait qu'on se réveillait en sommeil non paradoxal. Une fois sur deux, on avait des rêves, pour comparer ce qui se passait dans le cerveau. Alors, c'est pas de l'imagerie, c'est de l'encéphalographie haute densité, entre les périodes où on se souvient ou on se souvient pas d'un rêve. Et il a identifié une activation du cerveau, un profil d'activation très très différent, qu'il a appelé la haute zone, qui est plutôt sur l'arrière du cerveau, les zones visuelles, les zones pariétales, et qui est exactement la même en sommeil paradoxal quand on a un souvenir de rêve. Donc de plus en plus, tout le monde pense de plus en plus de gens pensent, il y a toujours des récalcitrants, qu'on rêve pendant tout le sommeil, et que simplement l'activité onirique emprunte des chemins différents et plus ou moins émotifs, plus ou moins longues, plus ou moins visuelles, selon la phase où on est. Pendant longtemps, c'était difficile de répondre à la question de savoir si tout le monde rêve ou si les non-rêveurs, parce qu'il y a une petite portion de la population qui dit « je ne rêve jamais », alors quand on fouille un peu, il y a 20% des gens qui disent « moi je rêve pas ». Puis quand on prend ces 20% et puis qu'on les cuisine un petit peu, vraiment jamais, il y a déjà moins, et puis quand on les prend dans un laboratoire de sommeil et qu'on les réveille en sommeil paradoxal, il reste 0,85%, donc c'est un peu moins de 1% de la population. On recueille jamais de rêve. Donc la première chose qui a été regardée, c'est est-ce qu'ils n'ont pas le même sommeil. Ils ont exactement le même sommeil que les rêveurs. Ensuite, est-ce qu'ils n'ont pas de capacité d'imagination, ce qu'on appelle la fantaisie, l'incapacité de se représenter une tour Eiffel rose, par exemple, en fermant les yeux. Ils n'ont pas d'aphantasie. Et donc, pour répondre à cette question, finalement, est-ce qu'ils ont une expérience de rêve, mais ils s'en rappellent pas, ou est-ce qu'ils n'ont même pas d'expérience de rêve? Et la seule technique qu'on a trouvée, et ça nous a pris des années, c'était de travailler sur les personnes qui parlent et gesticulent dans leur sommeil, en particulier dans la phase paradoxale, qui correspond pour nous à une maladie, à un problème où il n'y a plus le verrou qui nous paralyse en sommeil paradoxal. C'est des personnes qui nous consultent pour des blessures essentiellement, et c'est plutôt des personnes qui ont plus de 50 ans, c'est pas du somnambulisme, ni le fait que tous les jeunes peuvent parler en dormant. Et parmi ceux-là, sur plus de 400 patients, il a fallu trouver des non-rêveurs, ce qui est très rare, puisque je vous ai dit que c'était moins de 1%. On en a trouvé 8, 4 qui n'avaient pas rêvé depuis 20 ans, et 4 qui n'ont jamais rêvé de leur vie, qui savent pas ce que c'est. Et on avait chez eux des comportements extrêmement complexes en sommeil paradoxal, des bagarres, des paroles, et ils se réveillaient, quand on les réveillait dans cette phase-là, ou quand ils se réveillaient spontanément, parce que des fois ils se blessent, ils comprenaient pas pourquoi ils s'étaient blessés, aucun souvenir de rêve. Et ils avaient exactement le même niveau de mémoire que ceux qui ont les mêmes gesticulations, mais qui, s'ils se réveillent à ce moment-là, ont un souvenir de rêve qui est parfaitement cohérent avec la séquence de gestes et de paroles qu'on a vue avant. Donc on pense qu'ils font l'expérience de rêve, mais qu'ils ne s'en souviennent pas. Donc ils ont un problème d'encodage, d'engrammer, de graver le rêve. Alors, c'est vrai qu'on travaille essentiellement au passé, sur un souvenir, mais il y a d'autres expériences mentales qui sont étudiées couramment et qui pourtant n'appartiennent qu'à la personne. Je pense à la douleur, c'est typiquement quelque chose que ressent une personne. Alors on peut regarder des choses indirectes, la mimique faciale, le temps de retrait de la main quand on la brûle, mais au bout du compte, c'est une expérience intime, la douleur. Et elle n'appartient qu'à la personne et personne ne peut juger la douleur de l'autre. Et on a exactement la même chose dans le sommeil, auquel s'ajoute l'amnésie, le fait que la majorité des rêves sont oubliés. Alors pour attraper ce papillon, cette chose un petit peu informe, qu'est le rêve, on va essayer en quelque sorte, faire une triangulation. D'un côté, on va recueillir au réveil le récit des personnes, mais on ne sait pas s'ils ont oublié des choses, s'ils ont changé des choses, s'il y a des biais qui nous apportent des choses pour nous faire plaisir, s'ils masquent des choses dont ils veulent pas parler, s'ils reconstruisent des choses parce que des fois c'est un peu illogique les rêves et qu'il y a une espèce de reconstitution a posteriori. Ça c'est le premier aspect, et c'est indispensable et ça reste très riche. Le carnet de rêve ou la dictée de rêve sur un dictaphone,
c'est quand même l'être humain par rapport à l'animal, il raconte plein de choses de sa nuit, de sa traversée de la nuit. Et puis, en parallèle, on va pouvoir étudier l'activité mentale qu'il y a pendant le sommeil. Est-ce qu'elle varie avec ou sans souvenir de rêve, avec un rêve blanc ou sans rêve blanc? Est-ce que ce qu'on recueille dans les différentes phases de sommeil est différent? Avec de l'imagerie. Alors l'imagerie cérébrale est peu utilisée pour le sommeil parce que c'est difficile de dormir dans des IRM ou des autres appareils d'imagerie très bruyants. C'est déjà difficile d'y rester en journée. Alors vous imaginez pour dormir. Pareil avec l'imagerie fonctionnelle par injection de produits radioactifs, vous allez avoir l'état à un moment de sommeil, mais ça ne va pas vous dire à quoi rêve la personne. Et puis, le troisième abord, c'est de regarder le comportement des dormeurs, soit spontané, parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas regardé les dormeurs, c'est que ça se passe dans le noir, dans la nuit, si vous éclairez pas avec de l'infrarouge, si vous regardez pas. Mais si vous êtes un peu intéressé et que vous regardez quelqu'un le matin dormir, sur le petit matin, avec la lumière du matin, vous verrez son visage avec des expressions. Alors c'est plus net chez l'enfant, mais chez l'adulte, il y a des expressions de sourire, il y a des expressions de colère. Dans le sommeil, elles sont rares, mais elles sont présentes. Et puis il y a toutes ces personnes qui ont un petit peu d'extériorisation de leur contenu mental. Chez le jeune et la personne plus âgée, il y a ceux qui parlent dans leur sommeil. Et la parole endormie a été très peu étudiée jusqu'à ce qu'on se penche dessus depuis 5 ans. Les gens disent beaucoup de choses dans leur sommeil, et des choses passionnantes, intéressantes, construites. Et puis il y a toutes les pathologies où les personnes ne sont plus paralysées, que ce soit les somnambules d'un côté qui sont en train de vivre un scénario mental qui est pas toujours cohérent avec la pièce où ils sont, souvent ils mélangent. Il y a un train qui passe dans la pièce où ils dorment, donc il y a bien la pièce où ils dorment, mais il y a un train en plus. Donc on sent qu'il y a vraiment de la projection de scénario mental, de rêve, sur une perception réelle de la pièce. Et puis il y a cette fameuse pathologie qui est connue depuis moins d'une vingtaine d'années, qu'on observe chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson ou qui vont la développer, et où les personnes en sommeil paradoxal n'ont plus le verrou qui nous empêche de bouger. Et là on a généralement des petits mouvements, des choses comme ça, un peu comme les petits chiens qui courent dans leur sommeil ou qui ont des petits aboiements. Et puis de temps en temps, on a des scénarios beaucoup plus complexes, où là on peut presque deviner à quoi rêve la personne. Où elle mange, elle fume, elle dirige un chantier. Et ça c'est extrêmement précieux parce qu'on le voit online, directement, au moment où il se passe. Alors on voit du comportement, on n'a pas les images, on n'a pas la personne avec qui parle le dormeur, mais on a une partie de l'histoire quand même. Et puis, ça c'est donc ce que nous on a développé, l'étude du comportement, de la mimique et des paroles du dormeur. Et puis il y a des états dans lesquels les personnes sont partiellement conscientes de ce qui se passe dans leur cerveau. Ça arrive dans 2 états particuliers, il y a en entrant et sortant du sommeil, où là les personnes peuvent avoir un scénario de rêve qui se déroule devant leurs yeux alors qu'ils sont encore conscients, on appelle ça les hallucinations d'endormissement ou de réveil. C'est généralement assez fragmentaire, mais enfin quelques-uns peuvent nous dire qu'ils voient une vache passer ou entendent une conversation. Et puis il y a ce phénomène qu'on appelle le rêve lucide, qui correspond à des personnes qui sont capables de regagner un petit peu de conscience du fait qu'ils sont en train de rêver au moment où ils rêvent. C'est une conscience partielle, mais c'est extrêmement précieux, parce qu'ils ont non seulement la capacité de savoir qu'ils sont en train de rêver, mais de rester dans le rêve. Généralement, quand nous on a ça, on se réveille. Hein. Mais avec un peu d'entraînement, les personnes peuvent rester dans le scénario de rêve et avoir une certaine action dessus, soit comme spectateur, soit comme scénariste, changer l'histoire ou changer un personnage. Et c'est une expérience mentale qui est plutôt agréable, donc que recherche un certain nombre d'intellectuels, parce que comme la méditation, comme d'autres expériences du cerveau, c'est un état dans lequel on est bien, où il y a une netteté de l'image. Et puis on s'est aperçu, nous qui travaillons sur des patients neurologiques, que certains patients, en particulier les narcoleptiques, étaient capables d'être rêveurs lucides. Et donc, même chose, ça reste une expérience intime, intérieure. Comment quelqu'un qui est rêveur lucide peut avertir un expérimentateur qu'il est en train d'avoir un rêve lucide? Je vous rappelle qu'ils sont paralysés. Hein. Et donc, ce qui a été mis au point depuis les années 75 par Steve Laberge à Stanford, c'est un code de communication avec l'investigateur. Ce code, la personne est paralysée, donc il n'y a pas grand-chose qu'elle peut bouger. La seule chose qu'elle peut bouger, c'est ses yeux sous les paupières. Vous savez que la face paradoxale est caractérisée par des mouvements oculaires rapides. Sauf que là, au lieu d'être des mouvements aléatoires, on ne sait pas d'ailleurs si la personne scanne les images du rêve ou pas,
ça va être des mouvements extrêmement stéréotypés et entraînés avant de s'endormir, et qui consistent généralement, le code le plus utilisé, c'est de regarder gauche-droite, pause, gauche-droite, pour avoir comme un signal morse ou un télégramme, et que pour le coup, on enregistre, on sait enregistrer les yeux, on enregistre les yeux toutes les nuits. Voilà, avec ce code, on peut déjà savoir un petit peu quelle est l'activité mentale d'un rêveur lucide par rapport à celle d'un rêveur non lucide dans la même phase, ou la même personne sans lucidité. Mais on peut aussi, avant de dormir toujours, puisqu'une fois que la personne est endormie, l'expérimentateur n'a plus de maîtrise, mais de lui demander de réaliser certaines actions en rêve, actions fixes, comme par exemple des choses très simples, ouvrir et fermer la main droite, puis ouvrir et fermer la main gauche. Alors, dans la réalité, les mains vont ni s'ouvrir ni se fermer, puisqu'on est paralysé, mais on peut analyser si la commande cérébrale du mouvement de la main droite, qui est située à gauche, ou la commande à droite, est activée ou pas. Et est-ce que c'est la même chose que quand on réalise l'action dans la journée, ou est-ce que c'est la même chose que quand on imagine l'action dans la journée? Vous savez, quand on peut imaginer qu'on fait du saut à la perche, on entraîne beaucoup les sportifs par l'imagination, et ça active une partie du cerveau comme si on faisait l'action. Pas tout, mais comme une partie. Donc vous voyez ce qui a été fait petit à petit, et ce modèle du rêve lucide, avec un peu d'imagination, il faut chercher des expériences, mais il est extrêmement précieux. Alors on ne pourra jamais dire que c'est exactement comme du rêve non lucide, parce qu'il y a une certaine liberté qui va être contrainte par la lucidité, mais quand même, on est dans la matrice au moment où se passe le rêve. Un peu comme le trouble comportemental en sommeil paradoxal, on est dans la matrice pendant que le rêve se passe. Alors, c'est pas une question qui fâche, c'est une question passionnante. Et je dirais pas qu'on ne sait toujours pas, je dirais qu'on trouve trop de fonctions. Il n'y en a pas qu'une. Pour toute manière, pour que ça nous occupe, si vous réfléchissez, 80% du sommeil paradoxal, 50% du sommeil lent, on fait à peu près 100 minutes de paradoxal, donc 80 minutes. Sommeil lent, on fait un peu plus de 300 minutes, donc ça fait 150 et 80, 230 minutes, au moins 4 heures par nuit. Penser que ça serve qu'à une fonction, ça serait vraiment réducteur pour le cerveau et pour le temps passé. Le biologique est économe, donc est-ce que c'est les mêmes fonctions qu'en éveil finalement, ou est-ce que ça va un peu plus loin dans certains domaines et puis qu'il y a des fonctions qui se font pas pendant la nuit? Le raisonnement par exemple est difficile en rêve, bien qu'il y ait certaines déductions qui sont visibles dans les récits de rêve. Mais la lecture est difficile alors qu'elle est extrêmement facile en éveil. Déchiffrer, compter est difficile. Donc certaines fonctions sont plutôt moins faites la nuit que le jour. D'autres sont intéressantes et semblent peut-être être une des fonctions du rêve, parce qu'on parle des fonctions du sommeil en fait ici, mais c'est difficile de les détacher des fonctions du rêve. On sait que le sommeil consolide la mémoire, que quand on dort sur un apprentissage, on sait 20% de plus le lendemain matin, et on a beaucoup de raisons de penser que c'est parce que ce qui est appris est inséré dans un scénario nocturne, rejoué probablement différemment, c'est pas du copier-coller, et intégré dans une masse de souvenirs, probablement reconstruit en fait. La mémoire, c'est pas une addition, c'est une reconstruction à chaque fois. Et pour montrer ça, on a fait apprendre des choses avant de dormir aux personnes, somnambules ou qui ont les troubles, et on a regardé s'ils les refaisaient dans leur sommeil. Et avant même de le faire, on avait vérifié simplement par l'interrogatoire des patients le nombre de somnambules qui refont la nuit ce qu'ils ont fait dans la journée, du style qui descendent en canoë la Dordogne et puis qui refont ça la nuit dans leur lit. C'est difficile de penser qu'il n'y a pas de réexécution des choses qu'on apprend ou des choses qu'on a faites. Et puis ça c'est la première fonction et elle est probablement assez liée au rêve. Les rêves comprennent jusqu'à 80% de résidus de la veille. Après, ce qu'il y a toujours d'étonnant, c'est qu'est-ce qui est intégré. C'est pas forcément le truc super important. Des fois, c'est des choses banales, inhabituelles. Enfin, donc cette fonction-là, c'est une fonction cognitive qui pourrait être dévolue au rêve. Les autres fonctions sont possiblement la simulation de la menace, qui est très présente dans les rêves. Les rêves sont plus négatifs que positifs. Nos patients sont toujours poursuivis, en conflit avec des gens. Alors c'est des patients, mais on trouve la même chose quand on fait du recueil de rêves chez la population normale, c'est très préoccupé.
C'est pas forcément des loups qui attaquent ou le plafond qui s'écroule comme chez un somnambule, mais il y a beaucoup de conflits, quoi, de problèmes, comme si le cerveau travaillait sur des problèmes, peut-être pour mieux y faire face dans la journée ou trouver la solution pendant le sommeil. Donc cette fonction de simulation de la menace, elle est défendue par Ahti Revonsuo, qui est un chercheur finlandais, et Ahti pense que c'est une fonction darwinienne, c'est-à-dire que elle est probablement conservée à travers les espèces parce qu'elle a permis une meilleure survie des animaux et des hommes qui s'étaient entraînés dans leur sommeil à faire face à des menaces. Alors, on peut faire face dans la journée et s'entraîner, on peut aller à un cours de judo au cas où on est attaqué, et puis on peut imaginer un scénario dans le métro si on est poursuivi. Mais c'est plus puissant en rêve parce que on y croit, et l'émotion est maximale. C'est pas pour de faux. C'est pas comme l'imagination. Enfin, c'est pour de faux, mais en y croyant vraiment. C'est plus qu'un jeu vidéo. Et donc, ils pensent qu'il y a cette supériorité. Donc, la mémoire, la simulation de la menace, l'empathie, c'est un travail qu'on a fait, nous, au niveau des personnes qui étaient privées de marche, paraplégiques, et dont on a recueilli les rêves pendant 6 semaines. Et il y avait des paralysés de naissance, des paralysés acquis, et puis des gens qui marchent normalement. Et on avait fait l'hypothèse que seuls ceux qui avaient perdu la marche après avoir marché marcheraient en rêve, et que si ça faisait longtemps, il y a 50 ans, ils ne marcheraient plus. Toujours dans l'hypothèse qu'on insère dans les rêves surtout les choses récentes. Et puis, à notre surprise, notre grande surprise, les gens paralysés depuis 50 ans rêvent toujours qu'ils marchent. Et puis surtout, les personnes paralysées de naissance, c'est-à-dire qui n'ont jamais marché, marchent en rêve. Mais non seulement elles marchent, mais elles font du vélo, du jardinage et du basket. Donc impossible de dire que c'est l'intégration d'une expérience réelle. Mais nous autres, on est tous capables, en tout cas en imagination, de nous mettre à la place de ce que font les autres. On n'a pas volé dans la réalité, et pourtant on est capable de voler en rêve. Donc on pense que les réseaux qui s'appellent réseaux miroirs, qui s'activent quand on voit quelqu'un faire une action, sont aussi capables de se réactiver pendant le sommeil. Et que c'est peut-être parce qu'ils voient les autres marcher qu'ils sont capables de se mettre à la place. En plus, ils ont un fort désir de marcher, et que quelque part dans leur cervelle, ils sont capables d'imaginer la marche jusqu'à un certain degré de représentation sans l'avoir expérimenté. C'est rassurant parce que ça veut dire que si un jour on s'est reconnecté, il y aura déjà le programme, même s'il faudra sûrement de l'entraînement. La quatrième hypothèse, c'est l'anticipation. Elle se rapproche assez de la simulation de la menace, mais cette fonction, on a travaillé dessus essentiellement chez les étudiants en médecine la veille des examens, qui rêvent tous qu'ils échouent à l'examen, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'ont pas la carte, que c'est la grève, que au lieu du RER, il faut prendre un camping-car et puis monter en montagne et puis un avion, et puis ils n'y arrivent jamais. Et donc les rêves négatifs et les rêves d'échecs précédaient énormément la veille du concours. Et ce qu'on a montré de plus intéressant que ça, parce que ça c'est connu, les rêves d'échecs aux examens, c'est que on a eu les résultats 2 mois après, c'est que c'était plutôt positif, c'est-à-dire que ceux qui échouaient en rêve réussissaient mieux le lendemain. Et de façon plus étonnante, c'était pas proportionnel au niveau d'anxiété des personnes. On aurait pu penser que c'est des rêves anxieux et que, voilà, ils sont anxieux, donc ils y pensent tout le temps, le jour et la nuit. Donc ça suggère qu'il y a bien un travail qui se fait d'imaginer tous les problèmes et peut-être d'abord le matin, c'est pas arrivé, donc ils sont plus détendus, hein, ils sont effectivement pas en retard. Et puis ça procure un gain, ça semble procurer un gain cognitif. Et puis la 5e fonction tourne autour des émotions. Le fait qu'on se couche plutôt fatigué et plutôt moins bien sur le plan de l'humeur, et que le lendemain matin, au réveil, sauf ceux qui sont vraiment pas du matin, généralement l'humeur est meilleure, les gens ont plus d'espoir, envisagent mieux la journée. Et ça, c'est une fonction du sommeil qui est bien connue, qui procure vraiment un delta sur la bonne humeur, la joie, etc. Pourvu qu'on ait bien dormi et que personne n'ait cassé notre sommeil en morceaux. Et cette fonction qu'on appellerait digestion des émotions, hein, mais il vaut mieux s'endormir sur des problèmes. On y fait mieux face le lendemain, ou sur une colère envers quelqu'un,
pas répondre par mail tout de suite, faut dormir dessus. Hein. C'est connu de la sagesse populaire. C'est Matthew Walker qui a fait ça à Berkeley. Il a mis des gens dans une IRM fonctionnelle, des sujets sains, et il les a exposés à des images extrêmement désagréables. Un serpent qui arrive sur la personne, des amputations, etc. Et ensuite, évidemment, ça active énormément l'amygdale, la région des émotions. Et ensuite, soit les personnes restaient 10 heures en journée sans dormir, soit elles restaient 10 heures avec 7 heures ou 8 heures de sommeil au milieu. Et ensuite, ils réexposaient aux mêmes images. Et après 10 heures d'éveil, la réexposition aux mêmes images produit exactement la même réactivation de l'amygdale. Après 10 heures de veille, dont 7 heures de sommeil, il n'y a plus d'activation de l'amygdale, mais c'est vraiment, ça vient tout petit. Et cette désactivation de l'amygdale, cette désensibilisation, est proportionnelle aux connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal médial. Comme si le cerveau émotif primaire avait coupé en morceaux les émotions et les avait transférées dans d'autres régions du cerveau. Donc ils font l'hypothèse, puisqu'on mémorise en même temps, qu'il se passe un double travail pendant le sommeil. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette en coupant en morceaux, parce qu'une émotion trop forte risquerait de réveiller la personne. Et ça paraît tenir assez debout avec la théorie actuelle des cauchemars. On a tous des rêves négatifs, ils ne nous réveillent pas. Et par contre, quand ils commencent à réveiller, c'est que soit le sommeil n'est pas bon, soit que l'émotion est trop grosse et qu'on n'arrive pas à la digérer. Voilà. Donc tout ça, c'est des écoles différentes qui arrivent petit à petit à la même impression sur le rêve. Est-ce que j'en ai oublié? Sur la simulation de la menace, le travail de Nielsen sur les mères, les jeunes accouchés qui rêvent énormément de l'enfant en danger, enfant qui tombe du lit ou qui a un accident, et qui en plus, c'est assez fort comme rêve, parce qu'elles ont tendance à le mettre en action, à s'asseoir sur le lit ou à crier, ce qu'elles font pas en temps normal, va dans le sens d'un apprentissage de la protection. Et que peut-être les mères qui n'avaient pas eu ces rêves-là, il y a 10 000 ans, ont mal protégé leurs petits dans la journée parce qu'elles n'ont pas assez imaginé tous les scénarios catastrophes auxquels on fait plus face quand on est un peu entraîné. Je pense que je vous ai un peu tout dit, mais sur les théories, Jouvet a une théorie sur le rêve qui lui vient de ce qu'il a observé sur l'animal. Il pense que on révise notre personnalité, notre caractère. Il pense qu'il n'y a pas assez de gènes pour, même si on en a des millions, pour coder sur ce qui fait notre personnalité. Et que dans la journée, on est exposé à plein de choses qui peuvent changer notre personnalité. Et qu'il faut ce retrait nocturne, on est plutôt dans l'idée d'un retrait, hein, pas d'une, pour nous retrouver nous-mêmes et refaire notre personnalité. Alors, c'est pas incompatible avec toutes les autres théories. Ce qu'on voit quand même, c'est des restructurations pendant le sommeil. Donc on n'est pas sûr que ça retrace sans arrêt ce même sillon, de toujours dire qu'on est une personne, c'est quand même très stable la personnalité, hein, tout au long de la vie. Qu'on est une personne maniaque ou pas maniaque, ou voilà. Et enfin, il y a la théorie psychanalytique qu'on me ressort à chaque fois, et qui serait que le rêve servirait d'exutoire au désir non réalisé ou inconscient dans la journée. Alors, c'est une théorie qui est très très populaire, hein, et qui est peut-être de temps en temps vraie, mais pas souvent, parce que malheureusement, la plupart des rêves sont plutôt négatifs. Et puis, bon, pour l'idée de sexe, il n'y en a pas beaucoup dans les rêves, et c'est relativement explicite, donc ça colle pas très bien. Voilà. Après, c'était une idée qu'il a lancée, il faudrait la regarder un peu plus formellement. Mais il faut pas croire les yeux fermés à des idées, hein, c'est faut un petit peu le travailler, là, hein, pousser les manches, faire les expériences et tout. Et pour l'instant, ils n'ont pas fait ça en psychanalyse.